Et oui, aujourd'hui encore, on parlera famille avec un sujet très d'actualité, comment gérer un deuil au sein de la famille. On pourrait extrapoler, il faut dire qu'aujourd'hui, c'est toute une nation qui est en deuil. Donc, chacun à son niveau va essayer de récolter quelques petites astuces pour pouvoir faire son deuil. Et on va recentrer sur une famille en particulier qui vit ce deuil-là de manière directe pour pouvoir s'en sortir. Tout ceci va passer par l'analyse très espiègle et la sagacité de monsieur Joe-Frédéric Zabi, docteur Joe-Frédéric Zabi, psychothérapeute, qui est toujours en notre compagnie. C'est avec grand plaisir on le reçoit à chaque fois. Bonjour, docteur. Bonjour à vous. Bonjour. Bonjour à vous. Bienvenue. Merci donc, infiniment. Alex l'a si bien dit, comment gérer un deuil dans la famille. Plusieurs axes que nous allons avoir ici, les différents contextes, la définition même et tout. Alors, on va d'abord commencer par ce que c'est qu'un deuil. Merci beaucoup. Avant de parler d'un deuil, je voulais présenter toutes mes condoléances à la Côte d'Ivoire entière, à la famille de notre Premier ministre, à tout le peuple ivoirien ainsi qu'à ses plus hautes autorités. Ceci dit, il faut savoir que le deuil, c'est un processus dans lequel quelqu'un qui a perdu un être cher, mais pas seulement un être cher, ça peut être un objet, ça peut être un conjoint, un partenaire, ça peut être un emploi, ça peut être un bien matériel, mais qui lui est cher. Quelqu'un le perd. Donc, face à cette perte qui semble être définitive, la personne va commencer à développer un petit jeu endocrinien au niveau de sa tête. Donc, si vous voulez, c'est un jeu intrapsychique qui se déroule. Hein. La personne va vivre un jeu endocrinien qui va avoir une incidence directe sur son comportement, ses relations avec ceux qui l'entourent et la société également. Donc, en quelques mots, on peut dire que le deuil, c'est ce processus-là que la personne traverse quand elle a perdu quelqu'un de cher, par exemple. D'accord. Là, on est dans une généralité. J'ai envie de disséquer un peu les choses parce que le deuil prend plusieurs connotations, plusieurs visages. On a le deuil dû à la perte d'un parent, dû à la perte d'un enfant, d'un cousin, et ça et là. En fonction de toutes ces multiplicités de deuil, comment se comporter finalement? En général, il faut déjà tout de suite aller à être entouré. Vous voyez, les sociétés africaines d'antan, quand quelqu'un perd un parent, par exemple, quel que soit le parent, ça peut être un conjoint, un frère, une mère, un père, un enfant, etc. Quand quelqu'un perd quelqu'un qui lui est cher, en général, la personne est entourée, au moins pendant un an. Au moins, la personne est entourée par des membres de la communauté, entourée par des membres de la famille, des gens qui ont déjà cette expérience-là de la douloureuse perte de quelqu'un. Donc, ces gens entourent la personne pour lui apporter qui un encadrement, qui un conseil, qui une oreille pour écouter, qui une orientation, etc. Donc, ce sont ces choses-là qu'on a en général comme comportement dès que le deuil se produit. Mais il faut savoir qu'il y a différentes étapes dans le deuil. Et donc, certainement, peut-être avec votre question, à vos questions, on pourra tout développer. Tout à fait. Bien sûr. On va donc commencer ces étapes-là et savoir même comment déjà annoncer un deuil. Wow, vous touchez là un point qui m'est très cher parce que aujourd'hui, avec l'évolution des NTIC, on voit que très souvent, les gens aggravent au problème des autres. Par exemple, en annonçant de façon très violente les situations de deuil. On a des annonces de décès sur Facebook, sur les réseaux sociaux en général. C'est trivial même, des fois. Et les gens, ils n'ont aucune idée de ce que ça peut produire dans le cœur et dans la vie même de ceux qui sont proches des personnes décédées. Donc, si quelqu'un ici est en train de nous écouter, il faut que la personne se désabonne de cette façon de faire. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que vous soyez la personne qui annonce le décès de quelqu'un sur les réseaux sociaux. Ce n'est vraiment pas intéressant. Parce qu'une annonce brutale, ça peut entraîner même la mort de la personne à qui on annonce. Parce que je vous ai dit que le choc qui va se produire peut provoquer un jeu endocrinien. C'est-à-dire que ça peut provoquer la sécrétion de certaines hormones. Et ça peut provoquer également des réactions à la fois du cœur, du cerveau et de d'autres organes. La personne peut tomber dans un coma et en perdre la vie. Donc, ce n'est pas quelque chose qui doit se faire avec si vous voulez, dans le jeu. Quand on était, par exemple, on se réclame d'être africain, mais on ne fait pas les choses comme en Afrique. En Afrique, dans les villages, pour annoncer un deuil, c'est tout un rituel. On délègue des gens qui vont dans le village. Il y a un cérémonial. Hein. Tout un cérémonial pour ménager la personne à qui on annonce le deuil. Ménager la personne. Parce que ceux qui faisaient ça, ils savaient que les liens qui lient le défunt au vivant
peut être des liens très, très forts. Ça peut être des liens très forts parce qu'il y a le lien non seulement l'habituation du cerveau à la personne, il y a le lien qui est lié, qui peut naître pardon, des affections qu'on peut développer, des liens de dépendance également peuvent naître. Donc, rompre tout ça, c'est vraiment chambouler la vie de la personne. Et donc, pour le faire, il faut le faire avec beaucoup de parcimonie et beaucoup d'égards. Beaucoup de tact. Souvent, on veut être la première personne à annoncer, à dire « oui, j'ai été là et tout », et pourtant, c'est une mauvaise manière de procéder. Absolument, absolument. Une très mauvaise façon de procéder. C'est une façon, je dirais, très, très égoïste de faire les choses parce qu'on a envie d'être la première personne à annoncer, on ne pense qu'à soi. Oui. Mais ceux à qui on annonce, on ne pense pas à eux. On ne pense pas qu'on est en train de leur faire du mal. Donc, il faut vraiment rompre avec ces habitudes-là et faire les choses comme il se doit en matière de deuil. D'accord. Après l'indication qui vient d'être donnée, on espère que tout le monde prendra conscience du fait qu'annoncer un décès révèle d'une certaine technicité qu'il faudrait pouvoir incarner. Après l'annonce du décès, on a la réaction immédiate qui suit. Comment est gérée par l'entourage cette réaction? Il faut laisser aller dans tous les sens ou bien il y a une attitude à avoir pour pouvoir quand même permettre aussi à l'autre de pouvoir espier? D'abord, il faut savoir que l'annonce du deuil produit, si vous voulez, nous amène directement à la première étape du deuil, qui est la période du choc. Quand le choc arrive, la personne est complètement désorientée. Elle est désorganisée parce que c'est un lien d'affection, un lien matériel, un lien cognitif qui se rompt. Donc la personne est totalement désorientée, désorganisée. En général, quand c'est comme ça, il faut laisser... Premièrement, la personne extérioriser ses émotions. Parce qu'on a cette tendance malheureuse à dire aux gens « non, un garçon, il ne pleure pas, il faut avoir du courage, etc. » C'est une mauvaise façon de faire. Il faut laisser les gens extérioriser leur inner side, c'est-à-dire leur fort intérieur. Les émotions qui naissent ne doivent pas être reprimées. Ces émotions-là doivent éclore et s'extérioriser. Donc, dans l'extériorisation, c'est vrai, on ne peut pas laisser la personne aller, par exemple, à des actes de suicide ou alors à des actes qui peuvent l'emmener dans des accidents, etc. Donc, il faut encadrer la chose, mais ne pas empêcher les gens d'exprimer leurs émotions. Ça, c'est ce qu'on peut faire au premier niveau du deuil, qui est le choc. Passer le moment du choc, on arrive en général chez ces personnes-là à un moment de déni. Ce n'est pas vrai. Non, mais ce qui arrive là est inconcevable. Non, mais j'en crois pas mes yeux, j'en crois pas mes oreilles. En général, on est dans le déni. On ne veut pas reconnaître. Parce que le lien est trop fort. Et tout de suite, on a du mal à envisager notre vie sans la personne, sans par exemple le lien affectif qu'on a créé, sans le lien d'habituation qu'on a créé, sans également le lien, tous les liens matériels qui nous lient à la personne. On a du mal à envisager notre vie comme ça. Donc, on ne croit pas. Et là, en général, on commence à entrer directement dans la troisième phase, qui est la phase de la colère. On est en colère contre soi-même. On s'est dit, j'aurais pu faire quelque chose. Peut-être que si j'avais été là, il ne serait pas parti, elle ne serait pas partie, mon enfant ne serait pas parti. Peut-être que si j'avais posé tel ou tel acte, je n'aurais pas perdu tel bien, etc. Donc, cette colère-là, il faut également la laisser s'extérioriser. Et elle s'extériorise à travers des émotions et un jeu endocrinien également, développement massif, sécrétion massive d'adrénaline, flux important de cortisol, etc. Il faut laisser ces émotions-là s'extérioriser. Bien entendu, il faut les encadrer cette colère. Parce que cette colère-là s'accompagne en général de marchandage. Pourquoi la personne? Pourquoi lui? C'est totalement injuste. On a plusieurs émotions qui se succèdent. L'injustice, la colère, le déni, la culpabilité. Et toutes ces émotions, elles se succèdent. Elles font que la personne, comme elle a du mal à s'imaginer sans le défunt, elle perd confiance en elle-même. Elle perd confiance en elle-même, il y a des choses qu'elle se sent incapable désormais de faire. Ça fait qu'elle s'enferme sur elle-même et cette façon de faire l'emmène directement dans la tristesse. Tristesse qui peut s'aggraver et puis devenir une dépression. La personne peut commencer à développer des réactions qui vont se ressentir tout de suite dans son comportement. On peut assister à des troubles de comportement liés donc à cette immense tristesse qui envahit la personne. La personne qui s'est dit, mais c'est fichu pour moi, je ne peux plus m'en sortir. Ah ben là, tout est... Non, on ne peut plus rien faire et tout. Et donc, là encore, la personne a besoin d'être accompagnée.
Et c'est ce que faisaient nos communautés. Bien sûr, restons sur cet élément-là. Comment gérer ce traumatisme pour nous, pour les personnes qui sont à côté, qui sont autour de la personne qui souffre? Comment gérer ce traumatisme dans la pratique? Dans la pratique, c'est déjà de savoir que la personne a des droits. Oui. Droit à exprimer, comme je l'ai dit, ses émotions. Donc, ne pas l'empêcher d'exprimer ses émotions, Oui. juste l'encadrer. Il faut comprendre également que quand on doit accompagner quelqu'un qui est dans un deuil, il faut être une oreille qui écoute la personne plutôt qu'un cerveau qui réfléchit pour la personne. On n'a pas besoin en ce moment-là de conseils. Quel conseil on peut donner? J'ai perdu un être qui m'est cher. Qu'est-ce que vous pouvez me dire comme conseil? Non, il ne faut pas pleurer. C'est totalement improductif. On n'a pas besoin d'un cerveau pour réfléchir. On a juste besoin d'une oreille pour écouter. Je vais m'épancher. Je vais, par exemple, vous dire, mon frère, vous voyez la personne qui est partie, elle était ci pour moi, elle était ça pour moi, elle faisait ci pour moi, elle faisait ça. Votre rôle là, en ce moment-là, c'est d'acquiescer. Ah oui? Et poser des questions qui me fassent ressortir toujours mon fort intérieur. Ressortir les choses, de sorte que je me vide. Vous voyez, quand vous prenez une bouteille qui est là, quand vous la pompez, vous la remplissez d'air, quand elle est pleine à craquer, quand elle est pleine à ras-bord, ce qui se produit, c'est l'explosion. Cette bouteille éclate. C'est pareil. Quand j'ai des émotions fortes qui veulent s'extérioriser et qu'on m'empêche de les extérioriser, je peux éclater. Et cet éclatement, par exemple, au niveau humain, ça va se manifester par exemple, vous voyez quelqu'un qui parle seul dans la rue, qui gesticule seul dans la rue, parce qu'il est complètement perdu, il est dans une sorte d'isolement autistique, où il s'est créé un monde virtuel dans lequel il évolue et il vit massivement. Donc, il faut être là, je le répète, pour être une oreille attentive pour la personne. Ne jamais la laisser seule. Ne pas lui conseiller, par exemple, de prendre des médicaments pour dormir, etc. Ça peut se faire sous surveillance médicale. Donc, sous les conseils d'un technicien, par exemple un médecin psychiatre, mais jamais sous effet d'automédication où on lui dit non, il faut manger comme ça, il faut faire ceci et tout. Parce que très, très vite, dans les moments de deuil, quand on est dans la tristesse de cette façon-là, c'est à quoi on assiste en général, c'est des comportements, c'est des troubles, par exemple, obsessionnels, compulsifs. On a tendance à dépenser beaucoup d'argent, à faire beaucoup d'achats, à manger beaucoup, à faire les choses en excès. Donc, je le dis encore, accompagner la personne, ne jamais la laisser seule. C'est ce que nos parents font au village. Au village, pendant 1 an, il y a toujours quelqu'un avec la personne qui est en deuil. Toujours, où qu'elle aille, où qu'elle soit, elle est toujours accompagnée. Malheureusement, nous sommes dans un contexte mi-urbain, mi-villageois, et on ne sait pas très bien à quoi s'en tenir. Ici, très souvent, les gens, premièrement, ils ne sont pas habitués totalement aux histoires de mort. Il y a beaucoup d'hommes qui n'ont jamais vu un cadavre de près en ville. Ils entendent parler de mort, tel est mort, on voit ça de loin, mais on n'a jamais... Il y a beaucoup de gens qui n'ont jamais expérimenté la mort de près. Ça fait que le jour où ça survient, ils sont complètement désorientés. Et donc, on est dans le contexte de la ville où les gens ne sont pas toujours... On n'a pas toujours quelqu'un pour nous accompagner. Dans ces contextes-là, il faut avoir recours à un spécialiste. À un spécialiste, ça peut être un médecin psychiatre, ça peut être un psychologue. Il faut avoir recours à un spécialiste. On néglige ces choses, on ne les fait pas, mais on oublie que ça nous suit. Parce que comme je suis en train de le dire, le deuil, c'est un jeu qui se passe à l'intérieur de notre psychisme. C'est un jeu qui se déroule non seulement au niveau cognitif, mais également au niveau émotionnel. Et ça produit des conséquences sur notre comportement. Donc, il faut faire le lien. Toujours le lien et comprendre que si je suis dans un mal-être intérieur, ma vie extérieure ne peut pas m'emmener à mon meilleur niveau. Donc, pour que je sois à mon meilleur niveau, il faut que ma vie intérieure soit équilibrée. Quand on a compris ça, on va se faire consulter par un spécialiste, quel que soit le prix à en payer. Alors, docteur, là, vous venez de nous donner plusieurs process de gestion du deuil. Quand on sait que sous nos cieux, et vous avez bien évoqué ici l'influence des traditions, le mythe même de la parole est vraiment très prédominant. On sait que quand quelqu'un perd un être cher, à la limite, on lui interdit d'ouvrir la parole, de se taire, et Dieu seul sait pourquoi. Alors, avec ces influences-là, ces pesanteurs, comment véritablement arriver à exprimer son deuil et à passer à autre chose? Il faut déjà savoir qu'il n'y a pas une méthode de gestion du deuil.
c'est fonction en fait de la personnalité de chacun, premièrement. C'est fonction également du lien affectif avec la personne, deuxièmement. C'est fonction du lien d'habituation, du lien matériel établi avec la personne. C'est fonction de tous ces paramètres-là. Donc, quand on en tient compte, on se dit, on va laisser la personne gérer son deuil comme elle peut, comme elle doit le faire. Donc, privilégier les méthodes internes à la personne. Ne pas lui indiquer forcément nos méthodes à nous. Parce que ça, c'est nous qui le ferions. Donc, si la personne... je vois bien de quoi vous parliez. Par exemple, nous, dans notre village, quand quelqu'un perd un parent très proche, notamment quand quelqu'un est veuf ou veuve, on lui met une feuille dans la bouche pour l'empêcher. Il ne parle pas pendant tout le temps que le cadavre, que le corps n'est pas encore mis en terre. Donc, en général, c'est pour les gens... C'est des rituels qui ont leur signification dans le contexte. Leur signification dans le contexte, on se dit, il ne faut pas que la personne se laisse aller facilement comme ça. Et leur impact dans le psychisme, dans la réalité du vivant. Oui. Parce qu'on survit à quelqu'un. Absolument. Et si vous voulez, à chaque méthode, ses bons côtés et ses mauvais côtés. Ça, je peux dire que c'est une tare qui est liée à la pratique dans nos traditions, aux pratiques dans nos traditions. Et donc, c'est des choses qu'on doit pouvoir corriger. Si quelqu'un a envie de s'extérioriser, de parler pendant le moment où même le corps est encore là, il faut laisser la personne le faire. Si la personne choisit de s'enfermer, il faut laisser également la personne s'enfermer en veillant à ce que elle ne soit pas dans des conditions où elle peut attenter à sa propre vie, etc. Donc, déjà, c'est de comprendre que chacun a sa méthode de gestion de son deuil. Et chacun a son temps de gestion de son deuil. Donc, passer le moment de la tristesse, par exemple, on va rentrer dans une autre phase qui est la phase de la résignation. On peut se dire, bon, OK, les dés sont pipés, tout est déjà fait, la personne est partie. Bon, je constate que, malheureusement, elle ne peut plus revenir. Il y a des choses que je fais avec elle. Il y a une impuissance face à la réalité. Donc, on se résigne. Et le processus de résignation, si vous voulez, amorce ici le développement de la personne. Parce que, si vous voulez, c'est un peu comme une vague. Quand il y a le choc, après le choc, il y a le déni. Après le déni, il y a la colère. La colère amène directement à la tristesse. On commence à rentrer dans le creux de la vague. Et donc, la tristesse se trouve dans le creux de la vague. Après, on remonte légèrement la pente par la résignation. Et cette résignation, elle va se faire en général après la mise en bière, la mise en terre de la personne et les mois les semaines qui sont consécutives à l'enterrement en général. Donc, cette résignation, quand elle survient, elle prépare en même temps l'acceptation de ce que maintenant, il faut qu'on envisage de faire notre vie comme on le faisait avant. Alors, docteur Frédéric Zabi, ouais. Après cette étape de mise en bière, d'inhumation et tout, quel serait l'accompagnement pour cette personne en deuil? Toujours accompagner la personne, toujours être avec la personne. Être présent. Être présent. Qui doit être présent finalement dans un monde où l'inquisition, l'indiscrétion est devenue monnaie courante? Qui doit finalement être dans l'intimité comme ça de la personne qui souffre? Les premières personnes qui doivent se sentir vraiment concernées par le deuil qui frappe un être, c'est la famille, c'est les membres de la famille. Déjà, il faut qu'on arrive à distraire de notre temps. Distraire de notre temps, de nos occupations, qu'on se dise, la personne, notre soeur, notre frère qui est frappé par un deuil, il a besoin de nous. C'est maintenant plus que jamais que la personne a besoin de nous. Donc, je peux passer un soir chez lui, chez elle, un week-end, échanger avec la personne, papoter, ne serait-ce que ça, lui faire changer d'idée, l'emmener à sortir un peu, etc. Cet accompagnement-là, on doit pouvoir retrouver ça dans le premier cercle, c'est-à-dire le cercle familial, le cercle des amis. Ensuite, on peut aller dans des groupes de parole, par exemple, organisés sous la surveillance de spécialistes comme les psychologues, les médecins psychiatres, etc. Donc, il faut voir qu'il y a le premier cercle familial, ensuite le cercle social et puis les cercles de spécialité. Voilà. Alors, docteur, c'est vrai que vous avez plus ou moins évoqué cela, vous avez parlé même du suicide et tout. Une mauvaise gestion du deuil, les conséquences, d'autres conséquences, il y en a encore, avant même qu'on en arrive à cette situation-là. Déjà, je l'ai dit, les premières conséquences commencent à se produire sur la personne elle-même. Oui. Baisse de l'estime de soi. Alors que l'estime de soi, c'est le carburant de notre vie. Vous voyez, si quelqu'un manque d'estime, quelqu'un manque de confiance en elle-même, il y a beaucoup de choses que la personne ne peut plus faire. Donc, la première chose, c'est déjà ça. La deuxième chose, c'est toutes les maladies qui peuvent, si vous voulez, survenir
à la suite du jeu d'hormones qui se déroule en elle. Par exemple, la sécrétion d'adrénaline, la sécrétion de cortisol, etc. Ça peut entraîner des maladies cardiovasculaires, ça peut entraîner, par exemple, des maladies au niveau gastrique, ça peut entraîner beaucoup de maladies, des troubles du sommeil, la dépression, etc. Donc, déjà, la personne elle-même, elle est encline au développement de ces maladies-là. Troisièmement, c'est le développement de troubles du comportement qui vont faire que la personne sera plus ou moins associable. Parce qu'à certains niveaux, par exemple, du deuil, comme la colère, on a tendance à développer des réactions de colère et donc des réactions agressives envers les gens qui nous entourent. Et quand vous êtes gratuitement agressif, gratuitement en griffe, hein, parce que vous avez bien des raisons, mais les gens, ils vont vous trouver gratuitement agressif avec eux, donc ils auront tendance à s'éloigner de vous. Et donc, vos relations avec la société vont commencer à se distendre. Et donc là, c'est une troisième catégorie de conséquences au niveau de la personne. Donc, catégorie au niveau personnel, des problèmes au niveau personnel. Ensuite, au niveau même de la communauté et de la société. Ça peut poursuivre la personne même jusque dans le travail. On peut commencer à développer une incapacité à faire des choses qu'on a l'habitude de faire. On peut désormais prendre du temps pour terminer, par exemple, un petit travail qu'on pouvait terminer en un temps très record. Il y a beaucoup de choses. Ça peut influencer notre vie intime même. Oui. Quelqu'un qui développe, qui est dans un deuil, peut développer concomitamment des troubles, par exemple, au niveau de sa sexualité. C'est possible, en fonction de tout ce qu'elle développe comme lien, qu'elle développait comme lien avec la personne qui est partie. Et on va y revenir hein, pour pouvoir donner les solutions à nos téléspectateurs, parce que insidieusement, tout le monde est touché par un deuil, tout le monde est amené à être touché par un deuil, parce que bon, tout le monde va partir un jour. Alors, on part maintenant pour quelques réactions de nos téléspectateurs qu'on a pu rencontrer, surtout au micro de Pascaline Kwame, qui nous explique ici comment ils ont vécu le deuil d'un proche. C'était en 2008, la mort de mon père. Ça m'a beaucoup affecté. Mais du coup, bon, j'essaie de surmonter ça à ma manière, mais ça a été lent. Sur une année comme ça, il m'a fallu une année vraiment pour que je puisse digérer le départ de mon père. L'année 2016, j'ai reçu un coup de fil très tôt le matin, me disant que j'avais perdu mon père. Et ça a été vraiment un coup de foudre pour moi. Et en ce moment, j'étais presque sans un sou. Vraiment, c'était dur. Et jusqu'à présent, je le pleure toujours parce que c'est pas facile. J'avais perdu mon père adoptif. En tout cas, quand j'avais appris la nouvelle, sincèrement, je ne m'attendais pas si tôt comme ça. Et vraiment, en tout cas, ça m'a fait mal, ça m'a choqué. En tout cas, ça m'a fait mal. Et directement, je suis partie au village pour voir vraiment si c'est réel, quoi. Et puis, effectivement, c'était réel. Donc, ça m'a fait mal, j'ai pleuré. Puis après, j'ai confié le reste au Seigneur, que c'est lui seul qui a la réponse. Moi, à mon niveau, j'ai été d'abord élevé par ma grand-mère maternelle à Dalois. Et quand on m'a annoncé son décès, là, franchement, je ne sais pas si j'étais sur terre ou au ciel. Ça m'a beaucoup marqué. En ce moment, j'étais en classe de la terminale d'ailleurs. Ça m'a vraiment fait mal. Donc, à tel enseigne que par moment, je pense à elle. Jusqu'à présent, je pense beaucoup à elle. Elle était comme une mère à moi, une mère pour moi. Vraiment, je ne sais pas, les mots me manquent, quoi, franchement. Mais chaque fois, quand la date de son décès arrive, chez nous, les Dula, j'essaie de faire une petite cérémonie pour elle, quoi. Quand j'ai perdu ma mère en 1986, j'étais en classe de terminale. Ils sont passés par le censorat et c'est le censeur qui a envoyé l'éducateur m'appeler, dire que vraiment, vous êtes un grand garçon en classe de terminale, vous pouvez vous mettre. C'est très fort. Nous avons reçu un télégramme, vous allez partir au village. Qu'est-ce qu'il y a? Bon. Après plusieurs détours, le censeur est obligé de me dire votre mère est décédée. Alors, nous allons vous libérer. Partez, vous avez 3 jours. Partez. C'était très fort.
Et c'est le censeur, mon professeur qui était à côté de moi et l'éducateur qui m'ont accompagné jusqu'à la maison. Ils m'ont donné beaucoup de conseils. Que la vie est ainsi faite, vous avez fait, il y a la philosophie, vous savez que c'est la mort. La mort est brusque. Prenez votre courage, allez-y. Et quand je suis arrivé au village aussi, il y a eu le réconfort des proches et d'autres parents et surtout des religieux. La mort est un phénomène naturel, mais c'est lorsque c'est brusque que ça se surprend. Tout le monde est appelé à mourir. Donc quand on perd un parent, un proche, c'est dur, mais il faut se maîtriser. Il faut se maîtriser et surtout se confier à Dieu. Voilà, comme dirait quelqu'un, on peut tout arranger sauf la mort, et la mort fait toujours mal. On le comprend aisément à travers ses réactions. Rapidement, avant de terminer ces échanges, il nous reste juste une minute avec vous. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur ce micro-trottoir, tout en indiquant aussi la durée de deuil? Le deuil, si vous voulez, c'est un passage, vous l'avez déjà dit, hein, c'est un passage obligé pour chacun d'entre nous, parce que chacun d'entre nous est appelé à perdre un parent ou à partir et à rendre des gens aussi malheureux et tout ça dans le deuil. Donc, on a tous besoin d'apprendre à gérer le deuil. Je l'ai dit, la durée du deuil, les normes internationales indiquent que cela peut se faire autour de 1 an pour les adultes, c'est-à-dire 12 mois pour les adultes. Mais il faut savoir que c'est une norme indicative. Hein. Oui. Voilà, elle est fonction, vraiment, la durée du deuil est fonction des individus et de tout ce que ces individus avaient comme histoire avec la personne ou avec l'objet ou l'être qui est parti. Donc, il y a des gens qui peuvent prendre 10 ans pour faire un deuil. Il y a des gens qui peuvent prendre 2 ans, 3 ans, 4 ans. Comme on l'a vu dans le micro-trottoir. Tout comme, il faut savoir que ça se fait différemment au niveau des enfants. Les enfants, eux, ils ont une durée un peu plus raccourcie de la période de deuil. Les enfants, ils font très rapidement, ils passent rapidement à autre chose parce que leur cerveau n'a pas eu le temps de s'habituer beaucoup à certaines choses, de s'attacher à ces choses-là. Donc, les enfants, autour de 6 mois, en général, ils ont pu faire un deuil. Mais il faut retenir qu'il faut toujours accompagner la personne. Il faut retenir également qu'il faut apprendre aux gens à gérer leurs émotions. C'est là qu'intervient l'aide des techniciens et non pas à réprimer leurs émotions. Il faut savoir que dans le fait d'apporter son soutien à la personne, il faut intégrer la personne, par exemple, à des groupes de parole, l'emmener à consulter des spécialistes, l'emmener, par exemple, à développer ses moyens propres de résilience et non pas des moyens que nous lui prêtons. Très bien. Ouais. Merci en tout cas, docteur Frédéric Zabi, pour toutes ces informations concernant la gestion du deuil. Le maître mot restera l'accompagnement qui se décline sous plusieurs formes familiales avec des spécialistes et ne pas oublier aussi le spirituel.